J'ai beaucoup de livres d'histoire sur le Périgord qui sont ici, le Périgord, la Gironde, enfin, tout ce que je travaille sur le... Aussi, mes livres sont situés, bien entendu, d'une part la collection Terroir le veut, mais de toute façon, même avant d'être dans la collection Terroir, mes livres étaient situés par définition en Périgord ou dans le Sud-Ouest. Enfin, je suis un auteur du Sud-Ouest fondamentalement. Donc là, nous sommes à la Roque-Gageac, donc avec une végétation tropicale qui est due à la chaleur du soleil qui se reflète sur la falaise. Et ce qui fait que même en hiver, nous avons un climat doux ici, et avec des palmiers, des bananiers, des choses qu'on trouve généralement que bien plus au sud. On a une végétation un petit peu comme celle de Marrakech, alors qu'on est vraiment très loin, très au nord de Marrakech. C'est l'église paroissiale de la Roque-Gageac, c'est une ville libre, c'était au Moyen-Âge. Il y avait 2 portes qui barraient l'entrée. Et c'est une petite ville libre qui dépendait de l'évêque de Sarlat, mais il n'y avait pas de château, mais il y avait un fort qu'on va voir tout à l'heure, on va passer au-dessous. Et creusé dans la falaise. Et donc voilà, ça c'est l'église de la paroisse de la Roque-Gageac. Le pitch du roman, c'est une histoire d'une ascension sociale à travers différentes époques. Donc Corentin Fournier, ce garçon bâtard, pauvre, qui est né sous l'Ancien Régime, au moment des Lumières, donc il n'a de choix qu'avec progresser avec l'Église. Seule l'Église lui offre un marchepied, et puis il va prendre l'accélérateur qui est la Révolution. La Révolution, les choses changent, il va progresser par ce système-là, tomber, remonter avec l'Empire, qui est une autre ascension sociale dans la même lignée en quelque sorte. À une époque où on peut passer officier en 15 jours et général en 2 mois, ça permet à un fils de rien d'arriver effectivement dans la haute société française de cette époque, puisque nous terminons le roman à la Restauration, après l'Empire. Donc cet accélérateur au milieu, cet accélérateur social, permet à un fils de rien d'être quelqu'un. Mais est-ce qu'il est heureux pour autant? Ça, c'est la vraie question. Et il n'y a même pas une gabarre, c'est pas vrai, elles sont où? Elles sont où? Il y a quoi normalement? Ce sont des bateaux, c'est pour les touristes. Hein. C'est des bateaux en bois sur lesquels on descendait la marchandise depuis le Moyen-Âge jusqu'à l'invention du chemin de fer. La Dordogne étant effectivement, parce qu'elle descend jusqu'à l'estuaire de la Gironde, si tu veux, et après ils remontaient sur Bordeaux avec la marée. Ils remontaient sur la Garonne avec la marée, et ils apportaient essentiellement du vin, du bois et du vin. Comme dans mon roman, on le voit, le fils du cabaretier, toutes les collines qu'on voit autour étaient couvertes de vignes. Et le vin d'ici, le vin qu'on appelle le vin de Dôme, tout comme le vin de Bergerac, tout comme plus au sud le vin de Cahors, était envoyé à Bordeaux et vendu sous l'appellation vin de Bordeaux jusqu'au XVIIIe siècle. Les Anglais, en fait, buvaient du vin de Bordeaux qui venait de beaucoup d'endroits en dehors de Bordeaux. Et c'est au XVIIIe siècle qu'apparaissent les grands crus, que les Bordelais vont dire on veut des grands crus, on veut le vin en bouteille et puis en tonneau. Et donc c'est un des grands thèmes de mon roman Le fils du cabaretier, puisque mon héros part de Sarlat, son père exploite aussi une vigne dans la région, il descend sur Bordeaux, il va trouver du boulot et faire sa carrière, je dirais, dans les vignobles de Margaux et dans la ville de Bordeaux. Bon, mais vous suivez-moi, nous allons voir le point de départ, le point zéro de l'écriture. Je vous invite à monter. Un morceau de ma bibliothèque, j'ai 15 bibliothèques en tout, donc il y a des livres un peu partout. Alors le point zéro, c'est là. Nous sommes sur le... Je suis désolé de vous montrer dans ma chambre, ça ne se fait pas normalement dans une visite, mais voilà, c'est là que moi j'écris comme Descartes et comme Proust, j'écris dans mon lit, en grande partie je suis là-dedans. Et ouais, bien calé sur les oreillers, et j'attaque l'écriture manuscrite. Voilà, je vais vous montrer ce qu'est le manuscrit de mon dernier roman, c'est-à-dire le fils du cabaretier. Entièrement écrit à la main,
absolument indéchiffrable pour toute personne. Personne d'autre que moi ne le lit. Il y a des renvois partout, il y a des flèches, il y a un tas d'ajouts de différentes couleurs. C'est ce que s'appelle un brouillon sale. Voilà, on change des chapitres qui bougent, qui changent de place. Voilà, des références à certains sites avec voilà, voir tel bouquin, telle page. Voilà. C'est le brouillon sale, voilà, écrit à la plume. Donc je vais vous montrer l'outil d'écriture. Tous mes romans sont systématiquement écrits avec ceci. Ceci, c'est un Mann Waterman, modèle spécial Révolution française, on pourrait écrire Le Fils du cabaretier, ça allait très bien. Voilà, il était sorti pour le bicentenaire de la Révolution. Un manuscrit comme ceci, c'est totalement incomplet. Je suis un plan d'écriture, je lance les choses comme elles viennent, et parfois j'ai pas la tête à dialoguer, ou j'ai pas la tête à l'écrire, ou j'ai pas la tête à développer quelque chose. Donc je lance des idées, c'est une écriture tout à fait sommaire, hein, qui n'a pas grand chose de littéraire, on va dire, et je mets en rouge à décrire, à développer, à dialoguer, c'est la règle des 3D, pour ce que je ferai dans la version suivante que nous allons voir tout à l'heure en bas. Voilà, donc c'est le premier jet. Quand on finit ça, on dit bon, mais la question, c'est pas est-ce que j'ai écrit un bon livre, il est très mauvais, mais c'est est-ce que j'ai raconté une histoire. Je crois qu'il ne faut pas négliger les influences de jeunesse. J'étais un gros lecteur de Bob Moran entre mes 10 et 16 ans. Et donc l'aventurier, Bob Moran c'est connu que par la chanson maintenant, mais il y a eu 200 volumes de Bob Moran publiés. Et donc ça m'a beaucoup donné ce goût du voyage, ce goût de l'aventure, ce goût des... Voilà, ça je crois que ça m'a marqué déjà. Après effectivement, il y a les auteurs que j'aime particulièrement. J'aime Proust, son côté, la psychologie de Proust me passionne. Ça se voit pas dans mes romans, j'écris pas comme Proust. Je suis plus capable d'aller puiser, comme pour Le Fils du cabaretier chez Stendhal par exemple. Mais c'est vrai que c'est un auteur qui m'a influencé. L'auteur que je citerai peut-être en premier, ce serait Yourcenar, pour le roman historique. Yourcenar, je pense qu'elle est incomparable. Il y a une profondeur de travail sur son et de style et d'histoire. Elle, j'ai à peu près tout lu d'elle et relu. Et je pense qu'effectivement, quand je travaille mes romans, je pense à elle. Je me suis servi de l'œuvre au noir pour certains de mes romans, notamment. Il y a tout voilà, je crois qu'il y a... certainement, c'est l'auteur qui peut-être m'a le plus influencé dans les grands classiques. Oui, donc, avant d'écrire, tout en écrivant, d'ailleurs, j'étais libraire, j'ai 35 ans libraire. J'ai commencé à écrire en tant que libraire, puis je me suis un petit peu échappé de ma librairie. J'ai laissé ma sœur travailler un peu plus toute seule. Et c'est vrai que je me suis constitué toute une collection de livres en même temps. Surtout des livres de fond, en définitive. Ce que je garde, c'est les livres de fond, les grands classiques. Beaucoup d'essais, de livres, j'ai lu sur le Périgord, sur la préhistoire, sur des zones sur lesquelles j'ai travaillé. J'ai pensé Le Fils du cabaretier par rapport à Stendhal, c'est un roman de convergence. J'avais l'idée de faire un Julien Sorel né 20 ans plus tôt, depuis 10-15 ans. J'avais dans l'idée d'utiliser Fournier-Sarlovens, je ne savais pas trop comment déjà. Et puis en tombant sur un livre sur Bordeaux, sur ce qui s'appelle Bordeaux Métis, l'histoire de Bordeaux, des Noirs à Bordeaux au XVIIIe siècle, j'ai dit ça y est, j'ai mon histoire, j'ai Bordeaux, j'ai Fournier-Sarlovens, mais je vais lui inventer un frère parce que lui il est un peu trop jeune et puis il bouge trop. Et puis j'ai mon Julien Sorel, ça y est, donc voilà. Avec 3 idées comme ça qui traînent depuis 10 ans, on fait le projet Les Fils du cabaretier. Et nous sommes donc ici à Nazareth, un petit village du sud de la Corrèze, à quelques centaines de mètres du Lot. Nazareth qui m'a inspiré donc l'histoire, le roman Un kibboutz en Corrèze qui a marqué mon entrée aux Presses de la Cité. C'était mon premier roman aux Presses de la Cité. L'histoire de ces jeunes juifs qui fuient Hitler en 1933 et le baron de Rothschild va financer une école d'agriculture qui va donc se situer un peu plus bas, on va y aller, pour les former à l'agriculture et leur faire qu'ils puissent partir en Palestine ensuite. Donc il va confier cette école à ce qu'on appelle le Echalutz, qui est le mouvement du kibbutz, un mouvement communiste. Rothschild n'étant pas du tout communiste, évidemment. Il y a eu plusieurs communautés comme ça en France, mais c'est la seule qui fonctionnait selon cette formule communiste totale et en même temps démocratique, donc avec une expérience de vie en communauté
assez étonnante, on va dire. Kibbutz, Alors le kibbutz est donc au bout de la rue, c'est ce bâtiment qui coupe la rue, là, qui fait un pont. C'est un des bâtiments du kibbutz de 1933. Il y avait 3 bâtiments, il y en a un deuxième qui a brûlé, donc il y a celui-ci, et celui qui est derrière, qui sont les bâtiments de l'ancien kibbutz. Et c'est une histoire qui est restée cachée en plusieurs parties. C'était complètement oublié même dans la région ici. Les gens, j'ai trouvé quelques témoins, quelques vieilles dames et vieux messieurs qui étaient des enfants encore à l'époque du kibbutz, et ils se souvenaient juste des filles en short. Puisque les kibbutzniks, ils ont un uniforme, bien sûr, les filles aussi, puis c'est très égalitaire, c'est très communiste. Et donc ils se souvenaient des filles en short, qui était un scandale, bien sûr, à l'époque. Avoir une fille en short à Nazareth, ici, en pleine campagne, on va dire, c'était tout à fait choquant. Voilà. C'était ce qui restait dans les souvenirs. Ce que j'ai voulu traiter dans le roman, parce que c'était ça qui était vraiment passionnant, c'est la rencontre entre 2 communautés. Ici, en 1933, c'est un village de paysans. Aujourd'hui, c'est la banlieue de Brive, on est à 10 km. Mais c'est un village de paysans. Ils n'ont jamais vu un juif de leur vie. Les Allemands, c'est des boches dans les tranchées, on est en 1933. Et ils voient arriver des jeunes qui sont donc allemands, juifs, communistes, intellectuels, mixtes, puisqu'il y a des femmes et des hommes, des filles et des garçons, des jeunes. Et donc, c'est un choc de culture, c'est une rencontre du 3e type, on va dire. Ces bâtiments qui existaient déjà, c'est une ferme qui a été louée par le baron de Rothschild. On sait qu'il avait un ami à Brive qui lui a proposé, peut-être que le nom Nazareth a joué pour ce choix peut-être aussi que c'est un endroit très tranquille, un endroit où il n'y avait pas grand monde. Rothschild craignait beaucoup l'antisémitisme en France, qu'il y ait des montées d'antisémitisme en France, et donc il voulait que ce soit très très discret. C'est pour ça qu'il a choisi un endroit comme ça où il y avait quand même très peu de monde. Où ça n'allait pas faire la une des journaux, mais ça a quand même fait la une des journaux. Oh, t'es content, hein, t'es content d'être là, hein? Oh, lui, il fout le camp chez les voisins, des fois tu le retrouves chez le voisin. Tu veux rentrer chez moi? Tu meurs de faim? Dis donc. Ils sont gentils. Les deux là, son frère aussi, sont gentils comme ça. Tu ne griffes jamais. Tu le mets avec des enfants, ils sont câlins comme tout. Ça, c'est les ruelles de Sarlat telles qu'elles étaient au Moyen-Âge. Les restaurants en plus, bien entendu. Ceux-là, ils n'y étaient pas. Et l'urbanisme médiéval, c'est ça. Voilà. Puis ça ressemble beaucoup à une médina dans les villes arabes. C'est foutu un petit peu comme ça. Là, nous avons l'arrière de la maison de la Boétie. Je vais t'en parler devant, c'est plus joli devant. Là, nous avons la maison natale d'Étienne de la Boétie, qui est un philosophe, ami de Montaigne, mais surtout maître de Montaigne. C'est lui, il écrit avant Montaigne, Étienne de la Boétie, donc il est né là, dans une maison de style Renaissance italienne, face à la cathédrale de Sarlat. Montaigne, maire de Bordeaux, Périgourdin, son château est en Périgord, à la limite de la Gironde, mais en Périgord. Pour moi, le plus grand philosophe de tous les temps, contestablement. Mais il faut lire la Boétie avant Montaigne, parce qu'il l'a inspiré. À l'intérieur, il n'y a rien d'historique, on va dire, tout a été refait. Mais une des pièces, les murs ont été peints par un artiste toulousain, du texte d'Étienne de la Boétie. Là, nous avons le discours sur la servitude volontaire, qui est en intégrale sur les murs d'une des pièces de la maison. Alors ici, là, nous sommes devant la cathédrale de Sarlat, donc Sarlat qui était cathédrale en même temps que Périgueux et qui a été rejoint à Périgueux. L'évêque est aujourd'hui évêque de Périgueux et de Sarlat. Et là, c'est le palais épiscopal, le palais de l'évêque, ici, qui a été édifié par un cousin de Catherine de Médicis. Je vais au repérage, là, parce que des fois je me perds moi-même. Alors on va passer par là, parce que là on ressort sur le boulevard. Donc ça c'est un couvent de Sarlat, le couvent de Sainte-Claire, qui a servi de prison à la Révolution. Et qui apparaît dans Le Fils du cabaretier comme prison, bien sûr, parce que c'est sa fonction. Le moment le plus gratifiant dans l'écriture, je crois que c'est au départ. Il y a une excitation fabuleuse, puisque tu pars d'à peu près rien. C'est un métier c'est comme un paysan qui fait pousser quelque chose, quand tu pars de rien.
et d'une idée, et puis tu vois se mettre en place, se développer, chapitre après chapitre, tu vois une histoire qui se met en place. Je crois que ce moment-là, c'est extraordinairement excitant. Voilà, alors ça c'est le document originel qui est sorti en 2003-2004, si je me souviens bien, qui raconte l'histoire du champ des martyrs, donc de ces jeunes soldats allemands qui ont été fusillés par la résistance à une époque où ça ne se justifiait plus du tout, il n'y avait plus de guerre, et c'est un crime de guerre qui est passé sous silence, ils ont été enterrés dans un village et on n'a plus parlé d'eux pendant 50 ans. Donc effectivement, j'ai gardé l'histoire pendant de longues années, je savais que j'en ferais un roman un jour. J'ai repris le titre parce que ça s'imposait, le chant des martyrs, tout en transposant après dans un village imaginaire parce que je ne voulais pas faire peser cette histoire sur les descendants des villageois aujourd'hui, même s'ils sont tous morts les témoins. Mais voilà, donc j'ai inventé un village imaginaire. Je fais deux impressions systématiques. Celle-là, c'est la deuxième d'ailleurs. Là-bas, je fais une première impression que je relis, que je retravaille encore. Alors, les corrections se font à l'étage, sur le lit, tranquille. Et puis je fais une deuxième impression reliée que je fais lire à ma sœur. Voilà, Geneviève, c'est elle. Et elle me lit, elle me met aussi des notes là-dessus. Là-dessus, il y a des notes de elle, de moi, des corrections. Ouais, c'est tout à noter. Ça c'est l'écriture de ma sœur, c'est Geneviève, qui m'a dit que ce paragraphe n'était pas bon et qu'il a corrigé, manifestement. Geneviève, je suis la sœur de Jean-Luc Aubarby et j'ai été libraire à Sarlat pendant 36 ans avec mon frère. Sa première lectrice et correctrice, oui. Il se lance dans l'écriture et il me dit, bah voilà, là, j'aimerais bien que tu lises, que tu me dises ce que tu en penses. Pas l'idée de corriger déjà au départ. C'était plutôt dire, tu en penses quoi? Ce sont toujours des propositions, pas des injonctions, et je ne relis jamais une fois qu'il a corrigé. Je donne mon sentiment, il prend ou il ne prend pas. Je ne sais pas ce qu'il a pris de ce que j'ai corrigé. C'est sa création, je propose, il dispose. Je fais un plan d'une douzaine à 20 pages à peu près, où je raconte l'histoire. Ça a un avantage, le plan, c'est que parfois, en cours d'écriture, on a l'impression de s'égarer. Ça arrive, on dit, mince, je suis perdu. Et beaucoup de gens qui veulent écrire se bloquent. Ils disent, ah ben j'ai écrit 60 pages, je suis bloqué, je ne peux pas aller plus loin, je ne sais pas. Alors quand on a un plan, on revient dessus. On dit, voilà, j'en suis là. Bon, ce que j'ai écrit, c'est mauvais, mais c'est pas grave. Je reviens à mon plan. Et après, je corrigerai, parce que de toute façon, je sais que je corrigerai. C'est pas grave d'écrire mal si on sait qu'on le corrigera. Qu'est-ce que je dirais à un lecteur qui viendrait d'acheter le Fils du cabaretier? Je dirais de bien profiter des différents éléments du roman, en définitive, parce qu'on peut le lire à plusieurs niveaux. On peut le lire sur son fond historique, on peut le lire sur son fond romanesque, amoureux, romantique, ou au contraire pas du tout romantique et très cynique, parce que je crois qu'il y a les deux. Il y a le côté Laclos et puis il y a le côté romantique derrière, le côté Chateaubriand, quoi. On est un peu des deux côtés. Donc je dirais, voilà, de pouvoir profiter de ce qui lui plaît. C'est un peu comme il vous plaira, ce roman-là. On peut le prendre de plusieurs dimensions.